Notre aquarium d'eau de mer tempérée héberge une biodiversité benthique représentative de la mer d'Iroise, avec notamment 3 espèces différentes de crevettes omnivores et actives 24 heures sur 24. Dans la colonne d'eau, des petites crevettes nageuses gracieuses, Leptomysis gracilis, ici dans des entéromorphes, souvent face au courant, et dont on peut voir ventralement chez les femelles la poche incubatrice ou marsupium. Au fond, capables de marcher et de nager, les grandes crevettes roses ou bouquets, Palémon serratus, et les petites crevettes grises, Crangon, toujours en mouvement, à la recherche permanente de nourriture sur le fond de merle ou dans le tal de Socodium. Leurs femelles oxygènent en permanence leurs œufs, puis leurs embryons, et cela jusqu'à l'éclosion. Cette hyperactivité nécessite de la matière organique carbonée et de l'énergie, qu'elles se procurent en permanence en se nourrissant de matière morte et en capturant des proies. Il arrive qu'une crevette rose ou grise soit infectée par un couple de bopyres, isopodes ectoparasites qui forment à maturité sur le côté du céphalothorax, le plus souvent à gauche, un renflement jaune puis brun d'environ 5 mm, visible par transparence sous la carapace. À la loupe, en grossissant, on voit que l'excroissance brune de cette femelle sous la carapace transparente du céphalothorax renferme dans sa poche incubatrice ventrale appelée marsupium des centaines de larves épicaridium mobiles, prêtes à être libérées et qui masquent la face ventrale du bopyre femelle. Les larves épicaridium ressemblent aux bopyres femelles mais sont symétriques et nageuses grâce aux soies natatoires de leurs appendices abdominaux appelés pléopodes. Elles vont quitter le marsupium maternel pour une phase parasite planctonique sur un copépode adulte, hôte intermédiaire, et s'y transformer en larves microniscus puis en larves cryptoniscus, sexuellement indifférenciées, qui quitteront le copépode pour parasiter un crustacé décapode comme une crevette. Après section sagittale de l'excroissance, on voit la face dorsale du parasite. La femelle bopyre, d'environ 5 mm de long et de 4 mm de large, est disposée dans un plan parallèle au plan sagittal de la crevette, mais orientée vers l'arrière de la chambre branchiale. Sa tête est dirigée vers la queue de la crevette et sa queue vers la tête de la crevette. On voit ici que la femelle bopyre occupe tout l'espace du renflement dans lequel elle a grandi et qui le maintient, ce qui explique qu'elle soit plate et dissymétrique et qu'elle ne soit pas accrochée, sauf lors des mues. Sur le bopyre femelle, malgré l'aplatissement et la dissymétrie, on retrouve aisément l'isopode. Il est élargi, mais tous les segments sont restés reconnaissables et ont conservé leur appendice, périopode crochu et pléopode respiratoire lamelleux et penné. Le thorax possède ventralement cette paire de périopodes, petites pattes trapues terminées par des griffes puissantes, qui permettent la fixation sur l'hôte lors de sa mue. Le bopyre femelle mue juste après la crevette en s'accrochant à son hôte par ses périopodes crochus, puis grandit dans sa nouvelle chambre branchiale, dont elle va épouser la forme dissymétrique. Durant toute sa vie, qui est celle de la crevette, soit 3 à 4 ans, la femelle se nourrit de l'hémolymphe des vaisseaux des branchies de la crevette et utilise cette matière et cette énergie pour produire des centaines de jeunes parasites. La taille des bopyres est liée à celle de la crevette. Plus celle-ci sera grande, plus la femelle sera grosse. Il en va de même pour le mâle. Le bopyre est donc un parasite externe ou ectoparasite épicaride qui parasite les crevettes mais également d'autres crustacés décapodes. Finalement, le biotope du bopyre femelle est donc celui de son hôte, la crevette elle-même. On voit, sous la carapace transparente de cette femelle bopyre, que la protubérance est jaunâtre et que son marsupium ventral s'est déchiré, libérant son contenu larvaire, ce qui permet de distinguer du côté de la tête de la crevette le petit mâle brun par ses lents mouvements. Cette femelle a été sortie de l'excroissance branchiale qu'elle occupait pour en voir la face ventrale et son marsupium rompu, et la face dorsale et prendre conscience que la femelle bopyre occupe tout l'espace de la cavité branchiale de son hôte. Le mâle, de couleur sombre, nain et grêle, beaucoup plus petit que la femelle, d'environ 0,5 mm de long, se déplace lentement et inlassablement entre les pléopodes, à proximité des ouvertures génitales de la femelle. Comme chez de nombreux parasites, le dimorphisme sexuel est ici particulièrement marqué chez le bopyre, en raison du blocage hormonal de son développement au stade cryptonicien, ce qui fait du mâle un néoténique de la femelle. Le mâle ressemble en effet à un mini-cloporte, et contrairement à la femelle, son corps allongé est symétrique et possède un long chromatophore blanc sur sa partie dorsale.
Sa tête arrondie possède des yeux noirs et des antennes cachées peu visibles. Son thorax est composé de 7 segments thoraciques bien distincts qui ont gardé leur périopode crochu et son abdomen comporte 6 segments abdominaux soudés dont les pléopodes ont disparu. Le cycle de développement du Beaupire est direct et comprend 2 phases parasites, l'une benthique sur une crevette ou un autre crustacé décapode, et l'autre planctonique sur un copépode planctonique adulte. La première larve du Beaupire, qui se glisse au stade Cryptoniscus sous le thorax, dans la cavité branchiale d'une crevette, se fixe sur ses branchies, se nourrit de son hémolymphe, termine son développement et devient une femelle Beaupire adulte. Les autres larves, qui rejoindront la cavité branchiale, se transformeront en Beaupire mâle sous stimulation des hormones de la femelle première résidente. La femelle Beaupire va, au bout d'environ 10 mois, commencer à se reproduire et à pondre à chaque cycle des centaines d'œufs, et cela durant toute la vie de la crevette, soit pendant 4 à 3 ans environ. Les œufs se développent dans la cavité incubatrice, qui libérera des jeunes ressemblant aux adultes, et les transformations, limitées à la croissance, se font avec peu de changements de forme. Le cycle de développement du Beaupire est donc direct, sans métamorphose. À maturité, ce qui était le cas de cette femelle, la poche incubatrice se rompt et libère des centaines de larves libres épicaridium nageuses grâce aux soies natatoires de leurs appendices abdominaux appelés pléopodes. La larve épicaridium se transforme après une mue en larve microniscus à chitine molle qui se fixe sur un copépode pélagique adulte qu'elle parasite en aspirant son hémolymphe. Puis, après une dernière mue, elle quitte son copépode, devient une larve Cryptoniscus libre à 7 paires de pattes thoraciques, un corps allongé, une chitine rigide et des appendices articulés. La larve Cryptoniscus va parasiter son hôte décapode définitif, comme une crevette, puis devenir femelle si la chambre branchiale est vide, ou mâle si la chambre branchiale est déjà parasitée par une femelle. Bien que nous n'ayons pas vu de différence entre les crevettes infectées de notre aquarium et les autres, la littérature rapporte que la présence du Beaupire femelle dans la chambre branchiale de la crevette réduit ces échanges gazeux en limitant l'eau pouvant circuler entre les branchies. Par ailleurs, le prélèvement permanent d'hémolymphe, qui n'est plus destiné à la crevette, réduit sa croissance et sa reproduction, l'oblige à prendre des risques pour s'alimenter davantage, ce qui l'expose à ses prédateurs et finit par l'épuiser et provoquer une mortalité précoce et accrue des crevettes parasitées. Par contre, la présence du Beaupire n'occasionne pas de répercussions sur la qualité gustative de ces crevettes. On voit, avec l'exemple du Beaupire et des autres parasites de nos aquariums, dont l'anilocre ectoparasite des poissons, qu'un parasite est un organisme pique-assiette qui vit aux dépens d'un autre être vivant, dont il tire matière et énergie, moyens de transport, de protection contre le milieu extérieur, etc. etc. L'hôte parasité est un écosystème particulier à durée de vie limitée, dont le parasite exploite les ressources pour se reproduire. Cette relation obligatoire pour le parasite et subie pour l'hôte s'établit au niveau spatio-temporel et énergétique et se fait toujours au détriment de l'hôte, ce qui différencie le parasitisme des autres types d'interactions interspécifiques, comme la symbiose mutualiste, par exemple entre cette anémone de mer, Anemonia viridis, et ses microalgues photosynthétiques. Le parasitisme est fondé sur un équilibre dynamique entre l'hôte et le parasite, qui ne peut pas être rompu car la mort de l'hôte, par exemple, scelle la fin de l'association. On comprend enfin, avec l'excroissance sur la partie latérale du céphalothorax de la crevette parasitée, sous sa carapace, au niveau de sa chambre branchiale, le concept de phénotype étendu créé par Richard Dawkins en 1982. Le nouveau phénotype, bien visible sur le côté des crevettes parasitées par un Beaupire, ou sur les poissons parasités par une anilocre, n'est pas dû à l'expression de ces gènes seuls, mais bien à l'interaction entre l'hôte et son parasite, qui va dans le cas du Beaupire déformer la cavité branchiale et dans celui de Cymatoa exigua provoquer l'atrophie de la langue du poisson privée de sang, puis la remplacer, tout en continuant à se nourrir de son sang. Le phénotype étendu est donc l'expression des gènes de l'individu au-delà de son corps.